Le webinaire, donc comment obtenir un colza productif, vigoureux et économe en intrants, que les Français appellent colza robuste. Voilà, et donc ça va être tout là, dans ces 1 heure et demie, on va explorer tous les leviers agronomiques, entre autres, pour obtenir un colza vraiment le plus productif possible. Avant ça, ben donc, pourquoi implanter un colza? Le colza, c'est quand même une culture assez unique. Une culture qui a des performances et agronomiques et environnementales assez élevées. Voilà, dans des rotations céréalières, c'est un très une très bonne coupure, très bon président pour les céréales, une excellente structuration du sol. On a également une couverture du sol de plus de 300 jours. Cette année, on est presque à 350 jours. Voilà, donc on va moissonner, enfin, ils ont été moissonnés là, il y a 15 jours et on les sèmera dans 15 jours également. Euh, c'est la culture qui a le meilleur bilan humique des cultures classiques, plus que le maïs grain. C'est également une des seules cultures qui est un piège à nitrate, culture d'hiver, et donc elle est idéale après légumineuse pour aller rechercher ces forts reliquats. Et on est également sur une culture avec une floraison très mellifère, donc au niveau environnemental, elle est aussi assez performante. D'où l'intérêt de l'incorporer dans les rotations de grandes cultures. Quand on parle d'un colza productif ou d'un colza robuste, donc on parle et comme ça, voilà, on va parler de la même chose. On parle d'un colza qui arrive à exprimer son potentiel en étant en absolu peu sensible aux ravageurs et aux adventices, tout en étant économe en intrants. Donc ce serait dans l'idéal un colza qu'on sème, on ne fait rien, on fertilise un peu et on le récolte. Et en fait, il arriverait à se débrouiller tout seul parce qu'on a mis en place des choses pour qu'il y arrive tout seul, sans intrants chimiques, entre autres. Quelques petits aperçus de ce dont on va parler dans la présentation, c'est entre autres l'association avec des plantes compagnes. Ici, c'est de la févrole qui permet vraiment d'améliorer, entre autres, l'enracinement de ce colza. Donc le colza est une culture assez intéressante, mais il a également plusieurs points d'attention, à savoir qu'il est implanté, alors pas cette année, mais dans généralement une période qui fait assez sec. Et donc il faudra être attentif à la conservation de l'humidité et à la levée du colza. C'est également une culture qui est assez sensible à la structure du sol. Voilà. Et donc en conditions humides, ça c'était l'année passée où on a des lissages, ben, on se retrouve avec des colzas qui ont un pivot catastrophiques et donc qui vont être beaucoup plus sensibles aux ravageurs et avoir une moins bonne nutrition. Également une culture qui est potentiellement assez sensible aux insectes, altises, charançon de la tige ou charançon du bourgeon terminal. Et donc il va falloir gérer, faire avec, surtout qu'on a de moins en moins d'insecticides qui sont homologués. Et alors c'est une culture qui est gourmande en fertilisation. Euh, Dans l'absolu, voilà, ça va coûter cher de fertiliser, mais il valorise aussi très bien les effluents d'élevage, donc ça peut être une opportunité également dans certains cas. Comment on va faire pour lever tous ces problèmes? En fait, on va mettre en place un ensemble voilà, on va jouer sur différents paramètres, à savoir une implantation qui va être vraiment optimisée avec une levée précoce, un cola qui s'enracine bien, il y a une croissance dynamique et continue pendant tout l'automne, et également qui, vu qu'il est idéalement bien nourri et bien enraciné, il va avoir une reprise vigoureuse en sortie d'hiver pour pouvoir affronter efficacement les ravageurs de printemps. Tout ça dans l'objectif d'avoir donc un colza qu'on appelle robuste. C'est un terme que j'ai emprunté à Terrinovia, le centre de recherche sur les œufs et les protéagineux en France. Pour arriver à tous ces points, et donc c'est ça qu'on va aborder dans ce webinaire, on va passer par des pratiques concrètes, à savoir le choix du précédent, l'optimisation du travail du sol. Le colza, donc, comme je l'ai dit, a besoin d'une bonne structure, idéalement d'origine biologique. Si on n'a pas une bonne structure d'origine biologique, on va choisir d'avoir une structure mécanique avec un travail du sol adapté. Une nutrition optimale, couplée d'un bon enracinement et une bonne disponibilité des éléments nutritifs. Le choix de la variété qui est vraiment, ou des variétés qui va être assez important. Et alors la date de semis, ensuite, et la densité de semis qui vont vraiment faire la différence. Ces engrenages qui sont vraiment liés, donc c'est tous ces leviers agronomiques, il faudrait donc tous les faire bouger en même temps pour arriver à un colza vigoureux, bien enraciné.
À partir du moment où on a un colza qui démarre bien, on a presque gagné. C'est une culture qui, voilà, à partir du moment où on a un colza avec un beau pivot, c'est une culture qui va passer vraiment à travers presque tous les problèmes, a priori. En tout cas, on a beaucoup plus de chances de réussir. Donc le premier levier sur lequel on va jouer, ça va être le choix du précédent. Les précédents idéaux pour un colza, ce sont les protéagineux, pois, haricots, fèves, févrole, pour plusieurs raisons, à savoir l'effort reliqué azoté qu'il laisse après la récolte, aux alentours de 100-150 unités, que le colza va vraiment très bien valoriser, et également parce qu'il laisse de très faibles résidus, donc par rapport à une céréale, et donc c'est également un bon point. Attention néanmoins, dans le cas des petits pois ou cette année, ou même des haricots qui vont être récoltés dans les semaines qui viennent, aux conditions de récolte un peu humides et donc à la structure du sol. Voilà, il faudra être attentif à ça. Les précédents plutôt classiques, ce sont donc les céréales, qui sont de bons précédents pour le colza, mais qui peuvent générer quelques petits problèmes, en tout cas point d'attention. Le premier, ça va être les repousses de céréales qu'il va falloir gérer, donc il y aura presque obligatoirement un antigraminé dans le colza. Il laisse également plus de résidus, c'est une bonne chose dans l'absolu pour le sol, mais moins pour la levée du colza. Donc, si vous avez des champs de paille fumier, vous avez des pailles que vous enlevez, ou vous voulez vendre un peu de paille pour enflouer un peu les trésoreries, entre autres cette année, avant colza, ce sera une bonne chose, et les broyer avant d'autres précédentes cultures de printemps pour entretenir la matière organique du sol. Donc voilà, enlever les pailles idéalement avant colza pour limiter le risque limaces, les fins d'azote et améliorer la qualité de lit de semences. Après céréales, on pourra, et c'est très conseillé, répandre des matières organiques, idéalement action rapide, féronte, lisier, digesta. Le fumier peut également très bien convenir, ou du compost, mais il aura un effet un peu moins, un effet fertilisant un peu plus faible. Et alors après les céréales, le semi-direct, voilà, on peut implanter en non-labour, mais on peut même aller dans des structures qui sont vraiment très bonnes, se limiter à un passage sur la ligne de semis en structile, voire en direct. Et alors, vu les conditions climatiques qui changent, on a moins l'habitude, c'est moins usuel, mais pourquoi pas implanter un colza après un maïs en silage. Par exemple, l'année passée, ou il y a 2 ans, les ensilages commençaient presque à la mi-août, mais donc potentiellement on pourrait, maïs en silage, fort reliquat, peu de résidus. Pourquoi pas, attention à la structure, mais pourquoi pas implanter un colza après maïs en silage. Ou cette année, on a des lins d'hiver qui sont déjà récoltés. Également, on a des bonnes structures, et donc pourquoi ne pas implanter un colza après un lin? Attention toutefois aux repousses, il faudra quand même un peu les gérer pour pas qu'elles étouffent le colza. Ça peut être de très bonnes plantes compagnes, mais entre autres pour la gestion des altises, mais il ne faut pas qu'elles étouffent le colza. Pour les précédents céréales, donc qui sont globalement les précédents les plus communs, attention des herbages. Il y a eu très peu de désherbage d'automne cette année, donc les désherbages ont été plutôt réalisés au printemps avec des molécules. Alors il a quand même plu, donc normalement ça ne posera pas trop de problèmes. Mais les désherbages tardifs peuvent amener de la phytotoxicité sur le colza. Donc vous avez la liste des matières actives qui sont au-dessus du tableau. Et alors c'est un document qui a été réalisé par l'APAD, donc une association d'agriculteurs français en ACS. Mais donc les noms, tous ces noms commerciaux français, mais globalement vous savez les retrouver. Donc c'est en gros globalement les sulfos, le matrigon, les hormones qu'il faudra éviter plus tardivement, voilà, pour éviter tout problème de phytotoxicité et donc de manque de vigueur de colza. C'est quand même con d'aller implanter un colza, investir pour qu'il se fasse flinguer par une rémanence de produits phyto. Si vous avez désherbé tard, voire très tard, avec des grosses doses, il faudra parfois travailler fortement le sol, voire labourer si vous avez eu des sulfos à très grosse dose pour gérer des chardons, entre autres. Donc voilà, donc l'idéal c'est plutôt d'anticiper l'année prochaine, par exemple, d'anticiper les désherbages pour éviter de pouvoir retravailler fortement le sol uniquement dans un objectif de gérer des herbicides. Et donc, le travail du sol, donc on ne parle pas de limiter très fortement le travail du sol, mais donc ça va être le raisonner à la parcelle. Le travail du sol a des avantages et a des objectifs, donc savoir restructurer le sol, gérer les pailles, les résidus et augmenter leur dégradation et la minéralisation, gérer les repousses et gérer les potentiels ravageurs qui seraient présents sur la parcelle. En revanche, ce travail du sol, il a également des risques. Cette année, c'est pas trop le cas, mais on peut avoir des assèchements quand même assez forts du sol avec la formation de blocs. On peut avoir par contre cette année plutôt des lissages et dans tous les cas des levées d'adventices ou des affinages excessifs
si on fait des faux semis à la rotative ou qu'on a des sols qui sont très, allez, comment, des limons fins. Donc, bien avoir en tête des objectifs, bien avoir en tête les risques également. Et donc, pour gérer au mieux, on va en fait prendre sa bêche, idéalement, et aller observer les structures. Après la moisson, on peut le faire donc à la bêche. Là, les sols sont encore assez frais pour que ça s'enfonce assez bien. Pour aller plus vite, pour avoir une meilleure vue, on peut le faire également au télescopique. Donc là, vous prenez vos fourches à palettes, vous les espacez d'à peu près une grosse largeur de main, donc voilà, une vingtaine de centimètres, et vous les enfoncez à 30 degrés dans le sol. Et alors vous allez avoir un beau profil qui, au lieu de vous baisser pour aller observer, c'est le profil qui monte. Et donc en fonction de ça, on va pouvoir observer l'état structurel du sol et prendre une décision de retravailler ou non, en fonction des parcelles. On va retravailler si on se retrouve face à des mottes qui sont très fermées, qu'on appelle delta, ou des mottes voilà, qui sont un peu fissurées, mais qui sont, les racines n'arrivent pas à passer entre les mottes. Si à l'inverse, on a des mottes qui sont très bien structurées, donc on a un sol qui est bien friable, il n'y aura pas besoin spécialement d'aller travailler le sol, on peut légèrement le gratter ou voir semer sans aucun travail du sol. Cette année, ce n'était pas possible, donc il faudra quand même être attentif vu que voilà, j'ai mes possibilités d'effectuer le travail profond dans le précédent. Cette année, avec les conditions de semis qu'on a eues pour les céréales, il faudra être d'autant plus attentif qu'un avis les structures doit être pas génial. En année normale, on peut, par exemple, décompacter avant la céréale, l'implanter et puis aller implanter son colza avec un travail très, très superficiel après la moisson de la céréale, parce qu'on sait qu'on a une bonne structure et si la moisson se passe bien, pour éviter en fait de dessécher en août. En fait, on anticipe le travail 10 mois avant et on le fait en octobre l'année d'avant. Voilà, c'est possible quand on connaît ses rotations. En fonction donc du diagnostic que vous allez réaliser sur vos parcelles, on va prendre une décision. Si il y a vraiment pas de mode fermé, ça ne sert à rien d'aller travailler le sol. Voilà, si on a des profils quand on a une bêchée qui ressemble à ça, ben vraiment le sol est très grumeleux, alors là, ben, pas besoin de travailler le sol, on va juste préparer le lit de semences. À l'inverse, si on se retrouve sur des mottes fermées, ça par exemple, c'est ce qu'on pourrait avoir cette année avec par exemple un labour et puis une reprise du labour uniquement pour semer le blé, où on a quand même des mottes qui sont fermées en subsurface. Là, ça vaudra la peine d'aller décompacter juste en dessous de la motte compacte, la zone compacte, pour permettre au colza de bien s'enraciner et d'éviter de fourcher quand il arrive sur cette zone. À l'inverse, ça c'est une photo de 2021, mais on pourrait avoir la même chose cette année. Ça ne sert à rien de décompacter si on a des sols qui sont détrempés. C'est un peu le cas cette année. C'est vraiment passer un couteau dans du beurre mou. Ça ne sert à rien. Si le sol n'est pas un minimum ressuyé, il ne travaillera pas, il ne va pas vibrer. Et donc, franchement, on va juste perdre du temps et voire limite faire pire que nous. Donc ça, c'est un passage d'actisol dans un sol humide. Là, c'est pour un maïs, mais on pourra avoir la même chose pour un colza. Ça, c'est un passage de rotative au printemps l'année passée, 2023, humide, pour implanter un maïs. Là, vous voyez un peu le beau lissage qu'on a eu. Ça, c'est vraiment à éviter. Donc, attention, vraiment attention d'intervenir en bonnes conditions. Comme je vous le dis, un colza qui démarre mal, c'est un colza qui va peiner pendant toute sa durée de croissance. Alors qu'un colza qui démarre bien, là, c'est déjà presque gagné. Et on peut avoir le combo entre les deux où on a lissé avec la rotative, où là on voit vraiment les racines qui n'arrivent pas à passer. Et en plus de ça, on a lissé avec le semoir à disque, et donc on a les racines qui n'arrivent même pas à franchir le sillon de semis. Donc là, c'est vraiment, là, c'est un couvert, c'est un radis, mais on pourra avoir la même chose avec un colza. Donc ça, c'est ce qu'on vraiment être attentif aux conditions de semis cette année. À l'inverse, si ben, c'est possible, on pourra avoir là encore 10-15 jours de sec, on peut vite se retrouver dans des zones qui sont trop sèches. Et donc on va retravailler un peu trop profond et on va sortir des mottes, un lit de germination très grossier. Et au final, une levée qui va être tout à fait échelonnée, voire assez mauvaise. Donc voilà, le travail du sol, attention si trop humide, attention si trop sec. Il faut vraiment le raisonner à la parcelle. Dans le cas où le sol est bien structuré, c'est possible d'implanter un colza si vous êtes équipé également avec un semoir en direct, idéalement avec un semoir à dents qui va, en ce cas en précédent en céréales, c'est mieux parce qu'il va dégager les résidus de la ligne de semis et faire une petite minéralisation favorable à l'enracinement du colza.
Le strip-till permet de sécuriser également la levée. Alors là, ce sera des implantations monogrènes, mais qui est très favorable et avec une bonne régularité de semis. Attention, si on ne travaille pas le sol, aux repousses de céréales, il faudra les gérer rapidement. Il faudra également peut-être fertiliser en localisé et être très attentif aux limaces, surtout cette année. Euh, J'y reviendrai un peu, mais pour les limaces, là vraiment, j'insiste là-dessus. Le colza, il est hypersensible au moment où il lève, et donc ça vaut la peine si vous voyez qu'il y a beaucoup de limaces quand vous faites par exemple votre test de bêche, de faire un anti-limace à demi-dose dès le semis, en plein, pour éviter d'avoir de trop gros problèmes et de suivre la levée, aller tous les 2 jours, d'aller voir sur les parcelles pour être sûr que ça démarre bien. Si le colza est bien vigoureux, il poussera normalement plus vite que ce que les limaces le mangent, mais si ça peine un peu, qu'il fait un peu froid, il faudra être attentif pour bien le protéger. Les cotylédons qui se font manger par des limaces, c'est un colza qui meurt et qui ne reprendra presque jamais sa vigueur. Donc il faut être vraiment attentif à ça. Antoine, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions ou à compléter ma Non, présentation. non, c'est bon pour le moment. Et juste à rajouter que d'autant plus les plantes compagnes, ça va être un bon petit leurre pour les limaces cette année, je Effectivement, pense. oui. Donc, insister là-dessus, mais tu vas le faire. Ouais, j'en parlerai après, effectivement, bon rappel. Donc, on a parlé du précédent, du travail du sol. On s'attaque maintenant aux variétés. À notre sens, il y a 4, 5 critères importants dans le choix d'une variété. On préconise un semis précoce, et je vais y revenir également, et donc il faudra choisir une des variétés qui sont peu sensibles à l'élongation automnale, et surtout si on a des reliquats forts en azote, donc des précédents protéagineux. Également, des variétés qui sont peu sensibles à l'averse, voilà, plutôt pour le printemps. Si un bon choix variétal permet d'éviter un raccourcisseur, ben, c'est d'autant plus gagné. Ça coûte pas plus cher de choisir une variété résistante à l'averse. La résistance au FOMA, c'est pas encore trop problématique, mais autant les anticiper avec des variétés qui sont multirésistantes, et multisites. Le rendement, qui reste quand même un critère important de choix des variétés. Et alors, c'est un paramètre qui est peu étudié parce que c'est quand même compliqué à voir ici en Belgique, mais en France, je sais c'est dans les fiches variétales, ils le mettent, c'est la vigueur au démarrage. À variété équivalente, vous pouvez choisir une variété qui a une bonne vigueur au démarrage et donc qui lèvera plus vite et qui passera plus facilement au travers des ravages. En plus de donc ça c'est pour le choix d'une variété productive. En plus de la variété productive, on va ajouter à une dose à peu près 7-10% de la dose de la variété productive, une variété ultra précoce. Type, la plus connue c'est Alicia, mais il y en a d'autres, la Miranos, Troubadour, Hexavance ou Attract, qui sont des variétés qui auront un potentiel de rendement assez faible, mais qui fleurissent très très précocement, et donc qui vont être en fait des pièges à méligette, qui ont bien fonctionné cette année. J'y reviendrai par la suite. Là, c'est plutôt, on n'a pas d'études, mais a priori, ça fait quand même 2, 3 ans là qu'on teste c'est uniquement des observations visuelles, mais le mélange de variétés, en plus de la variété ultra précoce, on va mélanger des variétés productives entre elles pour essayer de limiter les risques climatiques. Entre autres, par exemple, des gels tardifs. Si on a une floraison, on va choisir des variétés avec des floraisons étalées, mais une maturité groupée, pour avoir en fait limité le risque climatique. Si par exemple on a des attaques de ménigette ou des gels tardifs, pour en fait limiter vraiment certaines variétés n'auront pas encore fleuri ou auront déjà fleuri et donc seront beaucoup moins sensibles et on limite les problèmes climatiques qui vont être malheureusement de plus en plus fréquents. Ça se fait entre autres aussi pour les blés, mais là plutôt pour des histoires de résistance de maladies, résistance croisée. Pour le choix des variétés, ben donc, je vous invite à aller voir les résultats du CEPICOP, anciennement APO. Voilà, sur le site Centre Pilote CEPICO, vous trouverez tous les résultats qui sont donc les variétés qui sont vraiment adaptées à nos régions. Les résultats 2024 ne sont pas encore connus, mais ça devrait pas tarder à mon avis. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Et alors, sinon, il y a un autre OAD qui est pas mal fait non plus, c'est le OAD Maïvar, développé par Terrinovia pour la France. Mais globalement, si vous mettez le département Nord 59, 59, aussi les conditions sont à peu près similaires à ce qu'on peut trouver en Wallonie. Après la variété, donc on a choisi la bonne variété, il va falloir la semer. Donc idéalement le plus précocement possible, à savoir dès le 15 août, donc ça va être la semaine prochaine, pour une levée avant début septembre, pour essayer en fait d'être
une levée active, profiter des jours de croissance, enfin des jours d'été où il fait vraiment, on a des belles journées d'ensoleillement, et pour en fait avoir une levée avant les vols d'Altis qui arrivent en général dans le courant de la mi-septembre. On va viser 25 à 30 plantes par mètre carré, en fonction des sols superficiels et à différentes densités de semis, qui vont être entre 40 et 70 grains en fonction des types de sols et des variétés que vous avez choisies. Les hybrides restaurés ont des vigueurs, pourcentage de germination un peu plus élevé que pour les lignées, et donc il faudra augmenter un peu les densités pour les lignées. Au monograine, on peut diminuer un peu les densités également parce que la levée est généralement meilleure, un meilleur positionnement, meilleur. Le semis se fera généralement à 2-3 cm classique. S'il fait bas, mais ce ne sera pas le cas cette année, on peut diminuer, on peut aller chercher 1 centimètre en plus pour aller chercher la fraîcheur. Mais à ne pas faire cette année, surtout en conditions humides. Si on sème trop bas et qu'il repleut de derrière, le colza n'a pas assez de vigueur pour passer au travers du sol. Le semi-monograine est recommandé dans l'absolu, mais plutôt s'il n'y a pas de plante compagne, j'y viendrai, parce que ça va être compliqué de semer les deux en même temps. Et dans tous les cas, au semis, attention donc aux limaces. Oui, je revenais le monograine, intéressant en bio entre autres pour la possibilité de biner les colzas. Voilà. C'est pas hyper fréquent, mais c'est totalement faisable. Et ça permet de se passer du métazachlore, donc une molécule qui est connue entre dans le butisant ou le rapsan TDI. Métazachlore qui est un peu sur la sellette parce qu'on le retrouve dans les nappes d'eau souterraines. Donc, si on peut l'éviter, en tout cas limiter ses usages pour pouvoir le garder le plus longtemps possible, c'est une bonne chose. Voilà, et les limaces, ben, j'en ai déjà parlé. On sème le colza. Et donc, comme je l'ai dit, le colza est une plante qui est assez gourmande en azote et elle va avoir besoin d'une bonne nutrition automnale. Cette nutrition, elle peut venir de différentes choses. Soit le président légumineuse, qui va donc avoir des reliquats. Si c'est pas un président légumineuse, l'idéal c'est d'apporter des matières organiques, à action rapide idéalement. Et si on n'a pas de matière organique disponible, on peut, à faible dose, amener un engrais idéalement localisé au semis 10 à 30 unités maximum. L'idée, c'est vraiment de faire un effet starter au colza pour bien le lancer, mais pas le fainéantiser. Il ne faut pas amener plus, sinon vous risquez d'avoir des APL. Et dans tous les cas, cet engrais doit être répandu avant le 15 du 9, 15 septembre, pour respecter le PGDA. En plus de ça, on pourra associer avec des légumineuses, je vais y venir, qui ont un petit effet sur la nutrition du colza à l'automne, mais très léger. C'est plutôt au printemps qu'elles permettent de mieux le nourrir. Voilà. 100% de la fertilisation automnale peut être retranchée au printemps. En fait, le bilan de fertilisation du colza, c'est vraiment du semis à la récolte. Et donc, allez, sauf accident climatique hivernal, ce que le colza on fait pendant l'hiver, on pourra le retrancher au printemps. Donc, en fait, c'est pas perdu du tout. Donc là, je parle de la fertilisation azotée. Au niveau du phosphore, en tout cas en Wallonie, il y a en général très peu de risques parce qu'on a des sols qui sont quand même assez bien pourvus et on a des retours d'effluents d'élevage réguliers. Mais donc attention quand même parce que le phosphore au niveau enfin, peut être très problématique au niveau de l'enracinement du colza. Et sinon, qui sont plus connus, c'est le bore, également le molybdène, qui peuvent être, c'est des éléments solubles, les deux, et donc qui peuvent être un peu carencés dans des rotations où il y a régulièrement du colza. Donc voilà, ça vaut la peine parfois d'en amener un petit peu à l'automne, peut-être un peu au printemps, voilà, pour avoir des colzas qui s'enracinent bien, et puis par la suite qui auront une bonne floraison et un bon développement des siliques. La floraison, voilà, ça c'était la fertilisation. Et donc, on entre également dans un autre levier qui va être l'association avec des plantes compagnes, donc qui est un levier à part entière, mais qui est d'autant plus efficace qu'il est groupé avec les autres leviers agronomiques dont on vient de parler. L'avantage et les objectifs des plantes compagnes, ça va être en fait que ce sont globalement des légumineuses qui vont qui sont autonomes en azote et qui vont enrichir le sol et donc le colza en azote d'origine aérienne. Ils vont avoir un effet sur la perturbation des insectes ravageurs à l'automne, principalement la févrole. C'est aussi le moment d'implanter un couvercle spécifique par un nom qui viendrait avec du trèfle blanc. Et alors, il y a une petite concurrence des plantes compagnes avec Adventice à l'automne. Voilà, des plantes couvrantes telles le trèfle d'Alexandrie ou la lentille vont concurrencer, vont limiter l'élevée d'Adventice à l'automne.
mais ça ne permet pas de passer d'un certain désherbage. Si on a du gaillet, du géranium, voilà, il faudra quand même être attentif. Ça, c'est des choses qui sont mesurables, mais en plus de ça, on a vraiment des avantages agronomiques avec l'amélioration de la structure du sol, une efficacité accrue de l'utilisation de l'azote parce qu'on a un meilleur enracinement du colza. Et alors, pendant l'hiver, on a une meilleure couverture du sol et donc on a des moins bonnes attaques de pigeons, ce qui est problématique, entre autres, dans la région en Picardie. Ces associations des plantes compagnes sont vraiment en fait très utiles, mais il y a certains cas où on déconseille de les mettre en place, à savoir si vous avez des grosses pressions d'adventice, entre autres gaillet, vous allez devoir désherber et avec du Centium, entre autres, qui n'est pas sélectif des plantes compagnes, donc ça ne sert à rien d'aller en implanter si vous désherbez, vous avez des herbages agressifs. La plupart des légumineuses sont des espèces estivales qui ont besoin de chaleur pour se développer. Donc, si vous êtes dans des semis tardifs, après septembre, enfin après début septembre, ça vaut pas la peine non plus d'en implanter, peut-être uniquement du trèfle blanc qui sera utile. Et alors, si vous avez des fortes disponibilités en azote, donc après un protéagineux, ça ne sert à rien d'en mettre, par exemple, du trèfle d'Alexandrie ou de la lentille vont se faire étouffer. On pourra uniquement mettre une févrole, par exemple, dans ce cas-là. Sinon, vous allez implanter un couvert qui va juste se faire étouffer par le colza. Quelles légumineuses on va implanter avec le colza? Il y en a pas mal qui en fait ont des pores, donc ça veut dire qui vont avoir plutôt une végétation plutôt dressée ou étalée, donc ils ont plein de caractéristiques différentes, et certains vont avoir des vigueurs plus précoces, enfin vont être plus précoces au développement ou plus tardives. Généralement, on va choisir en fait d'associer, on va pas mettre une seule plante compagne, mais on va en mettre plusieurs, à savoir des plantes compagnes précoces, trèfle d'Alexandrie, lentilles, associées avec des plus tardives, la févrole, et peut-être même une pérenne, un trèfle blanc, pour avoir différents effets et pour avoir une belle protection du sol contre les adventices, et puis après une protection contre les insectes et une bonne nutrition du colza au printemps. Attention aux vesses. En France, ils préconisent encore les vesses, mais elles ont des. Le problème, c'est qu'elles ont il faut déjà des gels assez importants pour qu'elles soient détruites pendant l'hiver. Et le problème des vesses, c'est que c'est des lianes qui peuvent s'enrouler autour du colza. Le terre d'Alexandrie peut faire ça aussi, en fait, quand il ne gèle pas. Et donc, il pourrait poser problème au printemps et monter, en fait, jusqu'à la moisson. On a, en fait, des vesses qui restent, comme ça se voit dans les céréales, par exemple, en bio. Euh, et donc, attention aux vestes, vraiment, nous, on les déconseille. Il y a que les vesses érigées qui sont des petites vesses qui sont lentes à l'implantation et Ouais, qui restent en dessous du colza, on va dire, jusqu'à la sénescence du colza. Mais des vesses velues ou quoi, c'est vraiment proscrit, évidemment, et même toute autre veste commune, c'est pas à mettre dans des ouais, colzas associés. on déconseille fortement. Ouais. Dans tous les cas, pour éviter que les plantes compagnes ne posent problème au printemps, on va essayer de les semer le plus tôt possible pour qu'elles soient le plus développées possible en entrée d'hiver et donc leur sensibilité au gel soit la plus grande possible. Un trèfle d'Alexandrie qui fait 40 centimètres de haut, il fait -4, -5, il gèle. Un trèfle d'Alexandrie qui fait 2-3 centimètres, en fait, il va être protégé par le colza et potentiellement il ne va pas geler et puis il va reprendre au printemps et poser problème au printemps. En plus de ces légumineuses, on peut implanter des non-légumineuses, plutôt dans le cas où on a des forts reliquats azotés ou en parcelle bio, par exemple, on va mettre du sarrasin qui va avoir un effet de couverture du sol, ou alors le tournesol qui va être utilisé pour stabiliser le mélange. J'y reviendrai. On peut semer toutes ces légumineuses en mélange. À partir du moment où on va avoir différentes graines avec des PMG différents, enfin des PMG étalés, par exemple semer un colza et une févrole ensemble, c'est presque impossible. À partir du moment où on a une lentille ou un tournesol dans le mélange, on va pouvoir en fait le stabiliser. Et donc on peut semer tout en même temps. L'avantage de semer le colza et les plantes compagnes en même temps, c'est qu'on va avoir aussi un bel enchevêtrement de racines avec une meilleure symbiose et une meilleure vraiment des aspects plus favorables pour le développement du colza. Voilà, ça c'est à peu près la même chose, mais comme ça vous avez un peu les détails de toutes comment les caractéristiques de toutes les plantes compagnes. On conseille donc, nous, un mélange composé de trèfle d'Alexandrie monocoupe, idéalement. La seule variété qui existe, c'est la variété Tabor. Les multicoupes ont beaucoup plus de chances de reprendre au printemps. Avec de la lentille fourragère, c'est de la lentille noire également, qui va être donc la plus vigoureuse. Les lentilles vertes sont beaucoup moins vigoureuses, donc ont une moins bonne couverture du sol à l'automne. On y associe du trèfle blanc nain,
idéalement donc du nain pour qu'il reste en sous-étage. Si vous prenez un trèfle blanc intermédiaire ou géant, vous avez des risques qu'il lève, qui se développe à plus de 50 cm et donc qui pose peut-être problème à la moisson. On associe également de la févrole pour son effet structurant et son effet également protection contre les aptises. Et alors, pour stabiliser le mélange, le tournesol a quelques kilos avec cette graine plate qui est vraiment, qui permet en fait de stabiliser tous ces mélanges de graines plutôt rondes. Voilà. Et ça peut se semer en mélange. Les plantes compagnes, en fait, elles vont avoir donc en plus de tous les avantages dont on a parlé, elles vont en fait avoir un avantage, c'est qu'elles vont augmenter la biomasse produite, donc la biomasse totale produite en entrée d'hiver, donc en automne. Et en fait, on voit, donc ça c'est tous nos essais, chaque point égale une parcelle, et on voit qu'à partir du moment où plus on a une bonne productivité de biomasse à l'automne, en fait, on va sécuriser à la hausse le potentiel de rendement et le rendement du colza. Voilà, et donc ces plantes compagnes permettent en fait vraiment d'augmenter cette biomasse en entrée d'hiver. Quand on fait les mesures de biomasse là, en entrée d'hiver, colza, plante compagne. Donc les témoins, à chaque fois, c'est la bande, c'est en pourcentage du témoin. Donc colza seul, c'est les pointillés noirs. Vous avez les biomasses en jaune du colza et des plantes compagnes en vert. On voit que généralement, le colza associé est un peu concurrencé par les plantes compagnes et donc sa biomasse est légèrement inférieure à celle du colza seul. Mais les plantes compagnes, elles se développent, et donc au final, la biomasse totale, elle, est supérieure au colza seul. Avoir une biomasse de colza un peu plus faible, dans l'absolu, c'est pas idéal, mais en fait, c'est un colza qui est un peu challengé, et en fait, il va s'enraciner, vu qu'il est concurrent centre humaine dans la surface, on va l'obliger à s'enraciner plus en profondeur. Et donc, c'est un colza qui va vraiment investir dans ses racines pour avoir une meilleure dynamique, une bonne reprise à l'automne. C'est ce qu'on observe. Voilà, dans la photo ici que j'ai montré, en fait, vraiment, on a la plante compagne qui améliore la structure du sol. Ici, c'est de la févrole. Et on a des colzas, en fait, qui sont beaucoup moins. Alors, il y en a quelques-uns qui montrent des signes de carence, mais on a un sol qui est beaucoup moins glacé et des colzas qui sont en fait en meilleur état grâce à l'association ici des plantes compagnes. Bon, l'idéal ici, ça aurait été d'optimiser le trait du sol, mais on voit vraiment que l'effet des plantes compagnes. Et la févrole, on en parle pas mal, mais elle a aussi, c'est une très bonne compagne du colza parce qu'il y a vraiment une complémentarité racinaire entre le colza et la févrole. On a vraiment une association très très favorable entre les deux systèmes racinaires. Les plantes compagnes, elles vont aussi avoir un bel effet quand elles sont développées, donc c'est pour ça qu'il faut les semer assez tôt dans la gestion des altises. En moyenne, dans nos essais, on a des révisions d'altis qui sont assez significatives et qui peuvent permettre de passer en dessous des seuils d'intervention. Et donc, en fait, investir dans des plantes compagnes, ça coûte un peu cher. On a des mélanges qui coûtent parfois en 60-70 euros en fonction de l'origine des semences, si vous avez de la semence fermière, de févrole, entre autres. Mais ça vous permet voilà, d'avoir moins de dégâts d'insectes. Donc, ça fait moins de stress voilà, et d'économiser un insecticide avec le passage on peut être aux alentours de 25 euros, donc on peut déjà avoir récupéré une partie de sa mise qu'on avait investie dans les semences. Ça, c'est les effets qu'on a observés sur les altises, qui sont vraiment presque toujours favorables. En France, ils observent également des effets positifs des plantes compagnes sur la gestion des charançons du bourgeon terminal, qui sont les charançons sont plus compliqués à gérer que les altises. Pour gérer les altises, il y a également un autre levier dont on a déjà parlé. En fait, ça va être simplement la date de semis. Les altises, en général, arrivent aux alentours du 15, 20, 25 septembre. Et donc, si au moment où les altises arrivent, le colza est déjà au stade 3-4 feuilles, ben, en fait, il va être beaucoup plus résistant et donc il y aura beaucoup moins de dégâts. Et donc, on voit là, c'est des essais qui avaient été réalisés en Normandie par Terrinovia. Plus on a des semis précoces et moins on va avoir de dégâts. À l'inverse, plus les semis vont être tardifs et plus les dégâts sont importants, et donc on va avoir recours à des insecticides ou on aura des dégâts dans tous les cas sur les colzas. Je parle de ça parce que en Belgique, c'est pas encore le cas parce qu'on a des rotations qui sont assez longues et on a des alternances de matières actives quand même assez fortes. Mais en France, entre autres dans le nord de la Bourgogne, où on avait des rotations triennales avec du colza qui arrivait presque tous les 3 ans, ils ont en fait utilisé tellement d'insecticides que les altises sont
ont des résistances généralisées et il n'y a plus aucun insecticide qui fonctionne. Et donc en fait, il y a des régions où ils ne savent même plus cultiver de colza parce qu'il y a trop de ravageurs. Et ces résistances, en fait, ces altises résistantes, non, non, ça c'est oui, c'est altises et charançon, euh, se développent et en fait se déplacent et ils arriveront tôt ou tard en Belgique. Et donc il faut anticiper vraiment ces problèmes et mettre en place d'autres leviers pour gérer les altises sans devoir utiliser nécessairement des insecticides pour pouvoir les garder le plus longtemps possible et pour éviter la création de résistance. Donc, pour gérer les altises, idéalement, la lutte insecticide ne doit s'envisager que si on a 8 pieds sur 10 qui sont touchés, avec au moins 25% de la surface foliaire qui est touchée. Si on a 2-3 piqûres par colza, ça sert, il ne faut pas encore traiter. Voilà. Il faut vraiment attendre de faire le plein, et puis seulement on va traiter pour tuer les altises. À partir du tas 3-4 feuilles, il n'y a généralement plus besoin, les colzas sont hors de danger et ils se développent plus vite que ce qu'ils ne sont mangés et leur cuticule est plus épaisse et donc les altises ils sont moins appétants. Donc il y aura généralement moins besoin de traiter. Les altises, le problème, donc, c'est qu'elles vont avoir il y a une prédation foliaire des colzas, mais elles vont également, ces petites bêtes, pondre dans les colzas. Et c'est ça aussi qui va limiter la vigueur des colzas. Donc, on a là des larves d'altis qui vont en fait creuser les tiges de colza et donc limiter le développement enfin, les passages de sève et donc la vigueur du colza. Ce qu'on voit ici dans le graphe, c'est que plus on va avoir des biomasses de colza qui sont importantes, avec une croissance continue, pas de fin d'azote, pas de rougissement, une bonne disponibilité en azote, et en fait, plus on va avoir des seuils d'intervention qui sont faibles et un risque qui est globalement faible. À l'inverse, des colzas chétifs, mal enracinés, mal nourris, en tout cas, là, on voit qu'ils sont carencés, ils vont être beaucoup plus sensibles aux larves, aux larves et donc parce ils sont plus faibles. Donc, d'où l'importance d'avoir des colzas vraiment vigoureux à l'automne pour en fait passer à travers. Voilà. Pour la petite info, il y a quelques années, on a fait des comptages de l'arbre d'altille dans les colzas et sur 10 parcelles, les 2 parcelles qui étaient les plus infestées, il y en avait vraiment beaucoup, on avait de l'ordre de 10 larves par pied de colza, c'était les 2 parcelles où les colzas étaient plus vigoureux et qui au final avaient donné les meilleurs rendements. Parce qu'en fait, on était dans la catégorie ici, avec des colzas peut-être infestés, mais au final qui étaient très très vigoureux, qui avaient largement compensé. Et à l'inverse, des colzas qui étaient moins vigoureux, qui en fait s'étaient fait vraiment bouffer de l'intérieur par les larves. Le colza associé permet également de lutter contre le charançon de la tige et du bourgeon terminal, et pareil, dans la même dynamique, plus on a des colzas qui sont vigoureux avec une croissance continue, et moins ils vont être problématiques. Et donc moins on devra traiter pour gérer les insectes. Pour semer les plantes compagnes, ouais, donc ça c'est un exemple avec une cannelure de marque Horsch, où on voit en fait on arrive à semer tout en un passage. Et donc en fait à partir du moment où on a des tailles de graines intermédiaires, donc on voit la lentille, les trèfles blancs, trèfle d'Alexandrie, la févrole, eh ben, on peut semer tout d'un coup. Si vous semez monogrène, on peut semer en 2 passages. Voilà, ça fait 2 passages, mais c'est faisable. Et sinon, on avait fait des comptages où on avait tout semé en un passage, donc soit les plantes compagnes, tout en un passage, ou alors les plantes compagnes d'abord et puis le colza ensuite. Et en fait, on voit que les densités, au final, au début et fin de champ, étaient vraiment les mêmes. Donc, à partir du moment où votre mélange est homogène dans la trémie, le risque de démélange est vraiment assez faible. Et à partir du moment aussi où vous avez des graines de taille intermédiaire, d'où l'intérêt du tournesol dans ce cas-là. Donc voilà, c'est semé, les plantes compagnes sont semées. À partir du moment où vous avez investi dans des plantes compagnes, donc comme je l'ai dit, il faudra faire attention au désherbage. Là, je parle de désherbage anti-dicote. Le butisant en post-levée précoce est sélectif des légumineuses, donc il n'y a pas de problème pour l'utiliser. Là, en fait, c'est des essais de désherbage où en vert, vous avez non désherbé, en jaune, butisant, et en rouge, butisant à 1 litre plus 0,15 litres de Centium. Et on voit que le butisant, bon, alors un petit effet, mais c'est pas significatif. À l'inverse, le Centium, lui, va vraiment, n'est pas sélectif des légumineuses, surtout des trèfles. Donc, d'où l'intérêt, enfin, d'où le fait de
Si vous devez utiliser des sélections pour gérer du gaillet, par exemple, ne pas mettre du trèfle dans vos mélanges de plantes compagnes, peut-être se limiter à de la févrole pour ne pas aller le flinguer. On peut même, dans des parcelles qui sont assez propres, diminuer les doses à 0,9, 1 litre de butisant en post-levée précoce. Voilà. Attention au salissement à long terme. Voilà, donc c'est vraiment la gestion de la dentiste, c'est du long terme. On peut et il faut essayer de réduire au maximum les herbicides, mais toujours dans l'objectif de long terme. Il y avait juste une petite question, Simon, Oui, précédente, dont j'ai répondu dans le QR réponse. Peut-on utiliser de la févrole d'hiver comme plante compagne? Alors j'ai répondu hein, comme quoi oui c'est possible, mais il faut pas les semer en septembre, donc il faut bien, peu importe que ce soit une févrole d'hiver ou de printemps, elle va bien geler lorsque cette plante est bien développée. Donc oui, lorsqu'elle fait beaucoup de feuilles et de tiges, ben, elle sera sensible au gel. Donc bon voilà, c'est possible, mais il faut pas la semer en septembre. c'est ça. Il faut la semer le plus tôt possible. Effectivement. Ok, merci. Voilà, ça c'était les désherbages antidicotes. En fonction du précédent, il y aura des désherbages antigraminées foliaires classiques pour les repousses de céréales. Si vous avez des graminées résistantes, très graves, vulpin, il faudra alors peut-être passer plutôt sur un antigraminé racinaire type Kerb à base de propyzamide qui lui sera appliqué lorsqu'il est plus froid, lorsque la température du sol est entre 6 et 10 degrés. Sinon, il agit beaucoup moins bien. Une autre, là j'en parle, c'est un peu, alors là c'est en plus, mais dans des rotations, peut-être dans le Condro ou en Famenne où il y a beaucoup de colza, et ça c'est des choses qui sont développées en Bourgogne justement parce qu'ils n'arrivent plus à gérer les altises, c'est que en plus des plantes compagnes pour gérer les ravageurs du colza, ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines autres brassicacées, style la navette, donc ça c'est l'ancêtre du colza, ou les radis chinois, qui étaient aussi attractifs. Et donc en fait on va avoir une gestion à l'échelle du territoire des ravageurs, où à côté des parcelles de colza de l'année, on va semer des couverts végétaux également, pour en fait attirer les ravageurs plutôt dans les couverts végétaux. Et ces couverts végétaux, donc les ravageurs, les apis vont pondre leurs larves dans les couverts végétaux, sauf qu'en fait on va les détruire pendant l'hiver, et donc en fait on va casser les cycles du ravageur, et petit à petit, ça va prendre pas mal de temps, mais au fur et à mesure on va pouvoir diminuer les pressions des ravageurs, on va pouvoir en fait en détruisant et en évitant que les populations ne se reforment, euh, on va pouvoir gérer les ravageurs grâce à un autre levier agronomique, donc en fait la stratégie push-pull, où on va voilà, vraiment limiter enfin, vraiment attirer les ravageurs dans les couverts plutôt que dans les colzas. Il est testé, mais donc globalement, c'est les navettes et radis chinois qui sont les plantes, les couverts, enfin, les espèces de couverts qui sont les plus attractives pour les altises. Donc si vous avez l'occasion de mettre un peu de radis chinois dans vos couverts, qui est à côté de vos champs de colza, ça peut être intéressant en plus dans un objectif long terme de gestion des ravages. Donc, les plantes compagnes voilà, sont semées, se développent, et l'hiver passe. Et donc, idéalement, on se retrouve en sortie d'hiver avec un champ qui ressemble à peu près à ça. Donc là, c'est de la févrole. On voyait qu'elle était bien développée. Et donc, qu'importe que ce soit de la févrole d'hiver ou de printemps, à partir du moment où elle est développée, elle va geler, presque sûr. Et donc, les autres plantes compagnes vont geler également et vont se plaquer au sol et commencer à se minéraliser pour restituer de l'azote au colza. Il y a quelques années, alors il y a enfin voilà, des hivers sont de moins en moins vigoureux. En 14 ans d'essai, on a eu 4 années où les couverts n'ont pas gelé. Et dans ces 4 années, ils ne gelaient pas. Il y avait des parcelles où ça gelait quand même, des parcelles où ça ne gelait pas. Et dans les parcelles où ça ne gelait pas, il y avait aussi quand même des moments où ça posait problème, euh, où on avait entre autres, par exemple cette année, il y a Lucas du Trèves Alexandrie qui monte et qui pose un peu problème à la moisson. Voilà, c'est un peu compliqué de moissonner parce qu'il y a du verre. Voilà, donc ça, c'est pour ça qu'on préconise vraiment des semis précoces et des variétés monocoupes. Voilà, la févrole pose pas trop de problèmes, mais la veste, par exemple, vous imaginez, vous avez un tapis de veste qui monte dans vos colzas. On a déjà eu le cas où en fait on n'a pas su moissonner, on a dû attendre fin septembre pour moissonner les colzas, on a récolté une tonne, quoi. Donc c'était vraiment gros échec. Euh, c'est possible, alors le matrigon est un peu cher, mais au cas où c'est homologué, il y aura toujours un rattrapage possible, c'est pas le but, mais en sortie d'hiver, on peut faire un rattrapage euh, pour gérer les légumineuses qui n'auraient pas gelé.
attention que si vous avez du trèfle blanc, ben, vous allez le flinguer également si vous utilisez du matrillon. Donc voilà, l'idéal c'est d'éviter de devoir rattraper et de semer le plus tôt possible. Au printemps, ça va être le moment Il y a une également. question, j'ai une Oui, question, Simon. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a un mélange avec du Niger, du sarrasin, du trèfle. Et alors, bon voilà, il y a souvent des problèmes de vulpin dans sa parcelle, donc ouais. en tant anti-graminé. Et bon voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour limiter, pour essayer de conserver ses plants de campagne tout en ayant les vulpins? Et ça, j'ai pas la réponse. En tout cas, je pense que ça va être compliqué de sauver. Oui, en fait, le kerb, ça va être le kerb qu'il faut utiliser, qui est encore toujours assez efficace contre les vulpins. Ben, il va être utilisé dans le courant du mois de Plus tard, novembre. quoi. Et donc, Comme c'est ça. pas de toute manière, le sarrasin, a priori, il aura déjà gelé. Donc, Voilà. on tuera les plantes de campagne à ce moment-là, mais c'est pas trop grave, elles auront globalement déjà joué leur rôle. Euh, voilà, faut pas désherber maintenant, sinon ça ne sert à rien, effectivement. Donc en prélevé, il y a rien, quoi. C'est juste que voilà, on sera en post-levé et alors plus tardif, quoi. C'est ça. Ouais, ça dépend. Et alors, sinon, ben, il y a toujours des faux semis qui peuvent être faits maintenant, un glyphosate en prélevé, enfin, avant le semis voilà, pour faire place nette, ça dépend un peu de l'état des parcelles. Euh, et voilà, j'en ai pas parlé, mais on peut faire un désherbage au glyphosate avant le colza pour s'il y a des touffes de raies gras ou des choses comme ça qui seraient déjà sur les parcelles, quoi. Ça, c'est aussi faisable. Le glyphosate est encore efficace contre les vulpins, mais en prélevé, bien sûr. Ouais. Euh, ok. Si. Ouais, voilà. Et donc, au printemps, donc, ben, on va fertiliser le colza. Deux OAD qui sont également disponibles. Il y a le module Ferticulture de Protecto, qui est disponible donc, sur le site web, et qui est pas mal fait, assez simple, assez facile à utiliser. Et alors, sinon, il y a la réglette colza de Terrinovia, qui est elle, spécifique au colza et qui demande un peu plus d'informations, mais qui donne des résultats assez précis. Attention que c'est une réglette c'est un OAD qui a été développé en France avec des potentiels de rendement plus faibles. Et donc, il faut faire attention qu'il ne bride pas les potentiels. Quand il vous dit que vous avez un potentiel de 55, 5 tonnes et demie, il va vous dire attention, erreur, quoi. Donc, il faudra être attentif. Il y a les petits calculs à bien vérifier que la préconisation est adaptée à vos types de sol et vos potentiels de rendement. Un colza associé avec des plantes compagnes bien développées, comme on a vu dans les photos précédentes, ça peut amener aux alentours de 25 à 30 unités d'azote, et donc qui vont être retranchées de la fertilisation minérale du colza. Voilà. Donc ça fertilise en partie, mais ça ne compense pas, bien sûr, une fertilisation à 100, 150, même plus unités d'azote. En plus de l'azote, on va amener du soufre au colza, qui est assez gourmand également en soufre, aux alentours de 75 unités, sous forme par exemple de sulfazote. En fonction donc des préconisations que la méthode bilan ou les OAD vous ont préconisées, se fera souvent deux passages, un le plus tôt possible à partir du 15 février quand les parcelles sont abordables, et un peu plus tard au moment de la montaison, au moment où les boutons sont encore accolés ou séparés. Attention de brûler les feuilles de colza, qui peut être assez sensible si elle est arrosée à l'azote liquide. J'en ai déjà parlé, mais il est encore possible, si on n'a pas mis à l'automne, de remettre du molybdène ou du bore dans le cas de parcelles qui seraient carencées. Voilà, ces deux molécules, ces deux oligo-éléments ont vraiment de gros effets sur la floraison et la formation de chilique du col. Au printemps, alors on a su, avec tous les leviers dont on a parlé, gérer les ravageurs d'automne. Et nous, voilà encore au printemps, on a d'autres coléoptères qui peuvent être très très embêtants, à savoir les méligettes, hein, que vous voyez là en gros plan. Ce sont des ravageurs à partir du moment où la fleur de colza est encore au stade bouton, et donc ils vont en fait aller perforer cette fleur pour aller chercher le pollen et le nectar le pollen dans le bouton. À partir du moment où la fleur est ouverte, les méligettes en fait ne sont plus des ravageurs, ils deviennent des pollinisateurs. Donc voilà, c'est vraiment l'impact est lié au stade du colza, mais peut-être très important parce qu'en fait un bouton qui est perforé, c'est un bouton qui avorte et qui ne forme pas de cycle.
Comme on l'a déjà dit, les cultures saines seront d'autant moins sensibles aux méligètes, donc les seuils d'intervention sont d'autant plus faibles. Attention, donc les comptages, les bassines, les bacs jaunes permettent d'observer les arrivées de méligètes, mais ne permettent pas de mesurer les populations, parce qu'en fait, ils attirent tellement les méligètes que c'est pas parce qu'on a 3 méligètes ou 100 méligètes dans le bac jaune qu'on aura nécessairement plus ou moins de dégâts. Il faut vraiment voir faire des comptages sur les plants. Et en fonction du stade, le stade est avancé, moins les colzas seront vigoureux. Enfin, les stades sont avancés, plus les colzas enfin, et moins ils sont sensibles, pardon. Désolé, je m'embrouille un peu. Mais donc voilà, vous avez les données là, donc il faut entre une petite dizaine de midgets par plante. Voilà, tous les plants qui sont infestés. Attention de bien faire le plein, entre guillemets, d'attendre au moment où vous arrivez à ce stade, à ce seuil d'intervention, attendre encore un jour ou deux, et puis seulement traiter. 5-7 en fait, même un peu plus, parce que la rémanence des insecticides est assez faible, et donc en fait, si vous traitez trop tôt, vous allez en fait avoir des mégettes qui reviennent quelques jours plus tard, et vous allez devoir retraiter une deuxième fois euh, pour une efficacité qui est en fait assez faible et pour des coûts qui sont plus élevés. Donc voilà, vraiment attendre de faire le plein pour avoir un- vraiment une efficacité qui est vraiment importante, enfin qui est vraiment efficace de l'insecticide. À partir du moment où le colza commence à être en floraison, plus de traitement insecticide, parce que là vous allez faire plus de mal que de bien, vous allez flinguer les pollinisateurs, abeilles entre autres. Et à partir du moment où le colza entre en floraison, ben, comme je vous l'ai dit, les méligètes deviennent des pollinisateurs et plus des ravageurs. D'où l'intérêt en fait d'avoir des plantes compagnes, des variétés ultra précoces style Alicia, qui en fait on va avoir des spots qui vont attirer un peu comme les cuvettes jaunes. Là on a des fleurs disséminées sur la parcelle qui vont attirer préférentiellement les méligètes, qui vont en fait laisser tranquilles les colzas productifs. Voilà, donc à partir du moment où on a la pleine floraison, alors là, plus de soucis, plus de traitement. Au moment où on a la pleine floraison et surtout au moment de la chute des pétales, c'est là qu'on a potentiellement des problèmes de sclérotinia. Les traitements se font uniquement en préventif, avec des triazoles ou du Contense, qui est, lui, est peut-être plutôt utilisé au moment où on va les pendre avant le semis du colza, voire après. Utilisé en bio également, pas trop mal. Donc là, ce sont des micro-organismes qui se nourrissent des sclérotes. Mélanger les variétés pour limiter les risques. Et le meilleur levier pour limiter le sclérotinia, c'est quand même encore allonger, diversifier les rotations. Voilà. Sinon, bah, donc, voilà, les traitements en général, et surtout cette année, les années humides, les triazoles restent quand même nécessaires. Il y a un petit kit, enfin, qui avait été développé, qui est assez peu utilisé, il s'appelle le kit pétale, et qui peut être utilisé si vous avez le temps. C'est pas très rentable, mais ça permet de limiter l'utilisation de fongicides. En fait, ce sont des boîtes de pétri que vous commandez avec un substrat qui en fait va changer de couleur. Vous allez prélever des fleurs de colza, vous allez les mettre dans les petites boîtes, et en fait, en fonction de la présence ou non de spores de sclérotes sur les fleurs, le substrat va changer de couleur. Et donc, en fonction de ça, vous savez si vous avez un risque de sclérotinia ou pas. Et donc, vous traiterez ou non les champs qui sont à risque. Euh, voilà. Mais ça demande un peu plus de temps, voilà, au cas où, comme ça, vous savez que ça existe. Donc voilà, le colza donc, se développe bien, les traitements ont été faits, et donc on arrive à la moisson. Voilà, là vous voyez un peu comment on prélève dans nos essais. On n'a pas de moissonneuse batteuse expérimentale, mais donc on fait des tests avec des big bags et qu'on pèse et qu'on analyse euh, à la récolte. Dans nos essais, donc tout ce dont on vient de parler permet en fait au colza d'aller vraiment chercher au maximum son potentiel de rendement. Voilà. Après, en fonction des accidents climatiques, euh, on l'atteindra ou pas. Cette année, malheureusement, on ne les a pas atteints, mais au moins vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour les atteindre. Et ben voilà, en moyenne, ça fonctionnera. Et au moins, on limite les dégâts. Quand on a un colza qui est bien enraciné, c'est un colza on peut quand même aller chercher en année extrême une demi-tonne, une tonne en plus qu'un colza qui galère, qui est sous eau ou qui est dans la sécheresse. Dans nos essais, donc là, on comparait l'efficacité des plantes compagnes. Donc on a chaque fois des colzas qui sont semés en pur et des colzas associés.
Et donc, on a en fait donc des binômes. Et quand on a chaque point égale une parcelle, et quand le point est au-dessus de la bissectrice rouge, en fait, ça veut dire que les plantes compagnes ont amené un gain de rendement. Quand elles sont en dessous, on a une petite perte de rendement. Et donc, vous voyez que dans nos essais, on est dans trois quarts des cas, on a une augmentation de rendement. Et quand il y a une petite perte, elle est légèrement minime, mais il y a parfois des pertes dans certains cas où les plantes compagnes sont trop développées, voilà, où elles pourraient concurrencer le colza. Dans les terres, ouais, je finis après, je te donne la parole. Ouais. Dans les terres plus superficielles, ou en tout cas en France, ils arrivent à des gains de rendement dans 85-84% des cas. Donc les plantes compagnes sont vraiment intéressantes pour sécuriser et améliorer le rendement des colzas. Ouais. Oui, j'ai une question sur. Donc, tu as parlé de la lutte possible du sclérotinia en bio, mais j'avoue que Oui. j'ai pas suivi non plus. Ah oui, pardon. Donc je dis juste que le Contense, donc c'est un produit, c'est une poudre en fait qui contient des micro-organismes et il est homologué en bio. Et donc, en fait, c'est des micro-organismes qui vont être des prédateurs des sclérotes. Et donc, en fait, mais on l'utilise uniquement en préventif et on doit les pendre avant le semis du colza ou avant le semis des haricots ou du tournesol, toutes les cultures qui sont sensibles aux sclérotinia. Et donc, en fait, les sclérotinia, ils sont dans le sol et les micro-organismes contenus je connais plus je sais plus exactement ce que c'est comme micro-organisme, mais ils vont en fait gérer les populations de Sclerotinia naturellement. Voilà, ça s'utilise en conventionnel également pour éviter des fongicides. Voilà. C'est Contense OEG, vous tapez Contense OEG sur Google et vous trouverez les références. C'est un produit qui est assez connu, je pense. Super, merci. C'est tout clair. Et, Ouais, et je voilà. rappelle que tout est enregistré, hein, donc on va mettre la présentation sur YouTube la semaine qui vient. Ouais. Hop, voilà. Un- Après quelques années d'essai, en fait, on s'est rendu compte, et surtout grâce aux observations bienvenues de l'agriculteur chez qui on faisait les essais année après année, c'est que on avait des gains de rendement, comme je l'ai montré, sur le colza, mais les plantes compagnes, en fait, elles ont aussi ce qu'on appelle un effet fumier, où, bah, comme le fumier a des effets, enfin, va avoir une libération d'éléments nutritifs l'année où on les pend, mais également pendant 2-3 ans après. Donc c'est pour ça qu'on met du fumier tous les 2-3 ans et pas tous les ans. Et en fait, on a observé que le froment qui suivait le colza associé, on gagnait également du rendement entre quelques quintaux, enfin, voilà, c'était de 200 à 600 kilos en fonction des années. Mais donc en gros, ça peut aller chercher, voilà, en fonction du prix, mais donc à 200 euros le blé, ça peut aller chercher une centaine d'euros de bénéfices gratuitement grâce à l'utilisation des plantes compagnes et à l'arrêt effet structuration du sol et nutrition, amélioration de la fertilité générale du sol. On s'était dit, bah, en fait, c'est simplement un manque de minéralisation. En fait, en fait, le blé est sous-fertilisé. Donc, on a fait des tests où dans les colzas purs, on l'a surfertilisé. Le blé après colza pur, pardon, on l'a surfertilisé. On a mis 30 unités d'azote en plus. On avait un petit gain de rendement de 104% par rapport au témoin, mais les plantes compagnes qui, elles, on avait la dose classique d'azote pour le blé, on allait chercher jusqu'à 8%, donc c'est quand même significatif, un gain de rendement. Donc c'est pas que la fertilisation, en fait c'est vraiment des choses qui sont un peu imperceptibles, mais donc c'est ce qu'on appelle la fertilité du sol. Voilà, l'amélioration de la structure, l'activité biologique, c'est vraiment le favorable. Euh, L'effet des plantes compagnes c'est vraiment sur le long terme. Donc, tout ça pour dire que quand on voit le prix des légumineuses, des semences de légumineuses, ça peut être un peu un frein d'aller investir déjà du glyphosat plus rajouter 70-80 euros de semences de plantes compagnes. Mais quand on voit les gains qu'on peut aller chercher en réduction d'insecticides, peut-être un peu d'herbicides, d'azote pour le colza et un petit gain de rendement pour la culture d'après. Au Et final, tout l'effet ça, anti-limace. et l'effet anti-limace, effectivement, avec du tournesol ou des trèfles qui peuvent attirer aussi préférentiellement les limaces et donc laisser tranquille le colza, ben, en fait, on se rend compte que la technique est quand même assez rentable, voire vraiment très rentable sur le long terme. Ça, c'était après. Après la moisson du colza, là c'est un peu à part, mais on pousse aussi à essayer de limiter le travail du sol après le colza, après la moisson. Déjà cette année, en fait, le meilleur moyen pour faire lever les repousses de colza, c'est en fait de ne rien faire.
elle lève très très bien toute seule. Le colza, c'est hyper vigoureux, surtout avec la pluviométrie qu'on a maintenant. Donc on a le colza qui va lever, il n'y a pas besoin de déchaumer spécialement. Et surtout, en fait, les déchaumages vont améliorer, enfin, vont minéraliser, on va oxygéner le sol et on peut avoir des gros reliquats post-récolte qui seront sous-valorisés par la culture d'après si c'est une céréale. Là, c'est des essais qui avaient été réalisés par Lucé Louvain et Protecto, où on voit que dans le cas où on a eu 3 déchaumages entre la moisson du colza et le semis du blé en octobre, on peut aller chercher jusqu'à 40, jusqu'à 70 unités dans des APL en entrée d'hiver, alors qu'en fait le blé n'en a besoin que d'une trentaine, et donc en fait le reste est perdu. À l'inverse, à partir du moment où on a laissé les repousses de colza et puis on a seulement déchaumé fin septembre, par exemple, pour implanter un blé dans le courant d'octobre, là, on limite fortement les, le déchaumage, enfin les reliquats. Pareil ici, on n'a pas déchaumé du tout. Cette réduction du travail du sol a aussi un effet assez favorable sur la gestion, pardon, des parasites de l'année d'après. Les méligettes, donc qui sont les ravageurs, des ravageurs au printemps, ont des prédateurs qui en fait sont des toutes petites guêpes qui font vraiment de l'ordre de 2, on les retrouve parfois dans les bacs jaunes, mais elles sont assez difficiles à observer, elles font quelques millimètres, 2-3 millimètres. Et ces prédateurs, ces petites guêpes qu'on voit ici, donc sur un pétale de colza, donc vous imaginez un peu sa taille, elles vont en fait venir au printemps, venir pondre leurs larves dans les larves de méligettes. En fait, c'était ce qu'on appelle des parasitoïdes. C'est un peu alien, c'est un peu dégueulasse à observer. Il y a des vidéos sur Internet. Donc, les larves du prédateur, la petite guêpe, vont se développer dans la larve de méligette et en fait vont la tuer. Ces larves parasitées, en fait, elles vont venir s'enfouir dans les premiers centimètres du sol après la moisson et les nouvelles petites guêpes vont seulement éclore au printemps suivant. Donc en fait, elles vont s'enfuir là, elles sont enfouies maintenant en août 2024 et elles vont seulement sortir du sol au printemps 2025. Et donc si on travaille le sol entre-temps, et en fait, on va détruire ces larves de parasitoïdes et donc il y en aura d'autant moins l'année prochaine et donc on aura en fait des populations de méligettes qui seront moins gérées naturellement. Et donc on aura peut-être plus de dégâts et potentiellement plus de traitements insecticides. Et donc c'est ce que montre le graphique ici, où on voit dans des parcelles où on a implanté la culture d'après en direct, donc aucun travail du sol, où on n'a même rien fait. On garde tout le potentiel de prédateurs. À partir du moment où on a un léger travail du sol, on va les diminuer. Et puis, plus le travail intensif, labour ou des chômages plus labour, on va vraiment fortement impacter les parasitoïdes. Donc ça, c'est vraiment sur du long terme. Un des autres avantages, en plus de l'APL, c'est qu'on va conserver les prédateurs des ménigettes pour le long terme. Et ça, c'est un effet, on va dire, territorial, parce que les ménigettes, elles sont capables d'aller jusqu'à 2 km. Et donc, les parasitoïdes, c'est vraiment à l'échelle du territoire qu'il faut avoir cette réflexion sur le long terme. Quand on n'aura plus d'insecticides, malheureusement, il faudra faire appel à ces Tersilochus, qui peuvent être assez efficaces. Après la moisson, si on a implanté un trèfle blanc, eh ben, en fait, on se retrouve avec un champ qui ressemble à ça. Voilà, le colza est moissonné. Et on se console, par exemple, cette année où les rendements sont pas géniaux en colza, le colza n'était pas très beau, ben, en fait, on a quand même un sol qui est assez bien couvert. Un trèfle blanc qui a coûté une trentaine d'euros à l'implantation et qui va aller vous couvrir le sol, concurrencer les adventices et stocker de l'azote, qui va aller chercher de l'azote organique, de l'azote aérien pour l'implanter, vraiment l'incorporer dans le sol, donc un effet engrais vert. Donc c'est vraiment une belle plante de couverture. C'est un peu pour se consoler d'avoir des mauvais rendements de colza. Au moins, on a une plante compagne, une belle couverture de sol, un sol qui continue à améliorer, on continue à améliorer la fertilité du sol. Pour éviter des problèmes de mulots, entre autres, qui adorent le trèfle blanc, on préconise de rouler, broyer les cannes de colza rapidement après la moisson pour faciliter la prédation par les rapaces. Sinon, en fait, ils n'arrivent pas à chasser là-dedans avec ces pieux qui viendraient se casser les ailes. Euh, et sinon, en fait, pour gérer les mulots, les deux autres prédateurs qui sont vachement efficaces, ce sont les renards.
Donc là, il faut avoir un maillage un peu en dehors des parcelles. Et belette et fouine sont aussi très très efficaces pour aller gérer les mulots. Et là, pour les attirer, c'est pareil avec le maillage et sinon des tas de pierres. Si vous avez des parcelles où vous avez pierré, vous pouvez en fait laisser un tas de pierres au bord d'une parcelle. Ça va être un refuge pour les mustélidés qui viendront gérer vos rongeurs naturellement. Donc le trèfle blanc, ça qu'on vraiment on vous pousse à en implanter, c'est vraiment vraiment une association très gagnante, vraiment très très favorable. Le trèfle blanc, donc, va couvrir le sol après la moisson du colza, on broie les cannes dès que possible, et puis on va avoir une gestion du trèfle qui peut monter facile à 30-40 cm en fonction des conditions météo. On va le semer, on va le broyer, faucher, exporter ou pâturer 2-3 semaines avant le semis du blé pour éviter d'avoir une grosse masse pour le semis du blé. S'il y a d'autres adventices autres que le trèfle avant le semis de la céréale, par exemple des repousses de raie gras ou autres, on peut désherber avec 1 litre de glyphosate. Et puis, il faudra gérer le trèfle avec des sulfos ou d'autres adventices, avec d'autres herbicides qui sont seulement homologués au printemps. En fonction, si vous voulez garder ou pas votre trèfle après, en sous-étage du blé, vous pourrez jouer sur la dose de l'herbicide. L'allié, on peut l'utiliser jusqu'à 20-30 grammes. Là, vous êtes sûr que vous avez flingué votre trèfle. Si vous voulez le garder en sous-étage, vous diminuerez à des 5-10 grammes pour calmer le trèfle, pour qu'il évite de concurrencer la céréale, mais quand même le garder jusqu'à la moisson pendant 2 ans. Voilà, donc là, un pâturage de colza et de trèfle par des moutons qui font du super boulot. Et ici, un semis de... Hop, pardon, petit bug. Voilà, avec un semoir adapté, là, c'est un Sky Drill, un semoir à disque. Semis direct de blé dans le couvert de trèfle. Attention de bien le réguler. Voilà. Si vous n'êtes pas équipé avec un semoir en direct, vous pouvez très bien passer un coup de déchaumeur à disque voilà, pour gérer le trèfle. Et puis au combiné, vous allez avoir quelques petites touffes de trèfle qui reprennent, c'est pas gênant. Voilà. Et le trèfle, en fait, lui va relarguer également son azote assez rapidement et fertiliser le blé naturellement. On a testé quelques fois avec d'autres plants de campagne, style lotier ou luzerne, la luzerne au niveau système racinaire est beaucoup plus adaptée avec la céréale, la céréale a plutôt un système fasciculé superficiel, alors que la luzerne a un système profond, un pivot. Attention, donc au niveau racinaire, c'est top. Au niveau aérien, c'est plus compliqué à gérer. Parce que comme vous voyez, c'est très beau, hein. La luzerne en fleurs, c'est très beau, mais à la moisson, il ne faut pas en avoir deux trop, quoi. Euh, voilà, à tester si vous voulez tester. Mais, enfin, voilà. Et quand vous voyez le pivot, c'est quand même assez intéressant par rapport à un trèfle blanc qui reste assez superficiel. Voilà, c'en est tout pour moi. Je vous souhaite en tout cas bon semis. J'espère que c'était un condensé d'informations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, on a encore un peu de temps. Et puis sinon, vous pourrez toujours revoir le webinaire pour approfondir le sujet. Et on est également disponible pour des questions plus précises, si vous voulez des conseils sur des couverts personnalisés à vos situations ou d'autres thématiques liées au colza ou au couvert. On est disponible, toute l'équipe de Greenotech. Merci à tous. Simon, j'avais une question de notre expérience sur le trèfle blanc. Non pas si on met un froment après colza de trèfle blanc, Ah enfin un oui. trèfle blanc de colza, pardon, mais plutôt une betterave. Et ça, justement, on a eu quelques petites expériences avec ça, notamment encore cette année, où justement c'était une année très poussante pour les colza au printemps, pour les trèfles blancs par contre au printemps, justement avant betterave. Et donc là, dans cet essai-là, on avait mis une avoine avec une févrole et on a mis un sous-semis de trèfle blanc. Le trèfle blanc restait tout l'hiver. On a voulu le calmer plusieurs fois, mais il a repris à chaque fois avant l'hiver et même juste après l'hiver. Et dans la betterave, en fait, bon, voilà, on a le travail du sol pour semer la betterave a quand même. On avait réussi à le garder assez bas, on va dire. Il faut jamais que le trèfle blanc fasse trop de masse non plus, sinon c'est vraiment un nid à limaces, c'est encore bien plus important. Et on aura beaucoup plus de difficultés à incorporer la masse de trèfle en TCS. Mais alors, le fait de retravailler quand même pas mal le sol avec des outils à disque ou autres dans le trèfle va quand même bien le détruire. Et c'est surtout le système phare Mhm. qui l'avait bien,
qui avait bien le trèfle blanc. Mais effectivement. d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était justement le Safari qui avait bien réussi à calmer le trèfle blanc, mais qui ne sera plus autorisé l'année prochaine. Et donc, ben voilà, ce sera encore le Matrigon, je pense, qui sera là pour sauver l'affaire, on va dire, si on a trop de trèfle blanc qui reprennent dans la betterave. Maintenant, Ouais. dans Mais les betteraves sont l'idéal, magnifiques, là, les cette année. betteraves sont plus belles justement du côté où il y avait le trèfle blanc cette année. Mais bon, voilà, c'est un risque. C'est un risque, surtout que ben, voilà, le Matrigon est quand même pas gratuit. Et donc voilà, pour moi, il faut essayer de le gérer au maximum Ouais. avant l'hiver, quoi. Effectivement. Mais le trèfle blanc, donc plus généralement, effectivement, l'avantage d'avoir implanté un trèfle blanc après colza, c'est que même si vous avez implanté une culture de printemps après le colza et pas nécessairement un blé, ben, vous avez un couvert en fait qui est déjà implanté, vous n'avez plus rien à faire après le colza, et puis vous le gérez au printemps. euh, vous le labourez si vous voulez, ou alors vous le déchaumez, ou vous le détruisez chimiquement. Mais voilà, ça fait un couvert peu cher et très très efficace, très couvrant pour gérer les adventices. Il y avait d'autres questions. Eh ben, Il y avait d'autres questions dans le chat, mais je pense que j'y ai je répondu. pense que oui, voilà. Très bien. Bah donc, comme je vous l'ai dit, donc, s'il y a des questions en y repensant là, plus tard dans les jours qui viennent, vous voulez des précisions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, WhatsApp ou par mail. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur greenotech.be. Je vais mettre le lien dans la conversation. Voilà, et on est à votre disposition, mes collègues et moi, voilà, pour répondre à vos questions sur le colza ou sur d'autres thématiques. En lien. Merci en tout cas d'avoir suivi le webinaire et on vous souhaite une bonne fin de moisson, bon semis et peut-être à une prochaine.